2024, une sacrée année niveau série en termes négatifs, parce que vraiment on a passé la première partie de l'année où personnellement c'était catastrophique. Tout ce qui sortait était vraiment en dessous de ce que j'en attendais et j'ai été beaucoup déçue. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas été présente cette année, parce que je pensais faire beaucoup de reviews tout au long de l'année, mais j'ai eu trop peu de coups de cœur et j'ai eu trop peu de séries qui m'ont donné envie d'en faire. Heureusement, la deuxième partie de l'année a sauvé le game avec beaucoup de sorties séries qui étaient beaucoup mieux et qui m'ont permis de réussir à faire ce top que j'étais vraiment pas sûre de pouvoir faire, tellement j'ai eu très peu de séries qui m'ont convaincue cette année, mais je suis très contente de pouvoir le faire enfin. C'est parti pour le top série de 2024. On commence ce top du côté des séries françaises avec la série culte qui nous raconte les coulisses des coulisses de Love Story au début des années 2000, où on nous raconte vraiment toute l'histoire de comment Love Story et donc le début de la télé-réalité est arrivé à la télé française et dans le paysage audiovisuel français, et quelle aventure. C'était une excellente série avec 6 épisodes qui passent très bien, hyper dynamique, très binge-watchable, très facile à regarder et très addictif. J'ai trouvé cette série hyper intéressante parce qu'elle nous parle du côté production et de comment on amène une émission à arriver à la télé. On aurait pu s'imaginer à ce qu'on ait plus les coulisses de Love Story et tout ce qui s'est passé pour créer exactement le contenu, alors qu'en fait c'est plus les coulisses de ces coulisses-là où on nous parle plutôt de comment on crée cette émission, comment on la lance, comment on la démarre, comment on la gère au quotidien, tout ce qu'il y a en fait autour de ça et comment on rend ça culte en fait. À prendre avec des pincettes parce qu'il y a eu pas mal de polémiques derrière qui disaient que tout n'était pas exact par rapport à ce qui s'est passé, que ça a été pas mal réarrangé sur certains points. Je pense que c'est pas ça le plus important. Je pense qu'il faut la prendre pour son côté assez instructif par rapport à l'arrivée de la télé-réalité en France, surtout qu'on était apparemment plutôt en retard par rapport aux autres pays, et du coup c'est hyper intéressant de voir comment ça se passe au point de vue des chaînes de télévision, les enjeux que ça a, au point de vue de l'audience, au point de vue de ce que ça amène dans la pop culture et dans la culture, au point de vue de ce que ça amène aux spectateurs, qu'est-ce que ça dit de ce qu'on présente et qu'est-ce que ça dit de ce qu'on regarde. Ça nous parle aussi du rapport à la nouveauté, qu'est-ce qu'on amène de nouveau, comment les choses nouvelles peuvent émerger et les barrières qu'elles rencontrent. On a un casting incroyable. J'ai rarement trouvé qu'une série française était aussi bien jouée et par tous les acteurs. Ceux qui crèvent l'écran et qu'on retient particulièrement, c'est évidemment le personnage de Isabelle et le personnage de Loana, que j'ai trouvé extrêmement touchante dans cette série parce que je trouve que ça lui rend vachement justice. L'actrice a fait un travail incroyable. En fait, ça permet vraiment d'illustrer le côté où c'est des vraies personnes qui vivent l'émission qu'on est en train de regarder, mais c'est un produit qu'on nous vend et en fait, ce produit, il est façonné. Et je trouve que le personnage de Loana apporte vraiment ce regard de recul parce qu'on a vraiment l'impression d'être face à quelqu'un qui avait rien à faire à la télé-réalité et qui s'est fait broyer en fait, de par le côté hyper médiatisé, les dérapages, les scandales et tout ce qui a émergé après ça. Et l'actrice fait un jeu absolument exceptionnel pour représenter ce personnage hyper humain. L'actrice qui joue Isabelle est incroyable aussi, vraiment genre je me suis fait la réflexion tout le long de la série où à chaque fois qu'un personnage parlait, je me disais mais putain mais c'est la première fois que j'y crois autant dans une série française où j'ai vraiment souvent du mal avec le jeu d'acteur. Et là j'étais bluffée. Je trouve que rien que pour ça, ça vaut le détour. Mais aussi parce qu'elle est hyper intéressante, c'est hyper catchy, c'est super dynamique. Le travail de montage est hyper fidèle à ce qu'ils sont en train de nous montrer, donc le côté télé-réalité, le côté coulisses, et on a vraiment une alternance des deux qui est super bien gérée. Vraiment culte, petite série hyper quali qui passe très très bien. C'était un vrai plaisir. En numéro 9, on a The Diplomat, que j'ai découvert cette année. J'ai regardé la saison 1 et 2 d'affilée et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était incroyable. Je suis passée à travers l'année dernière parce que je suis pas hyper fan de séries politiques de base. Et celle-là, je l'ai trouvée tellement facile à regarder. Elle a vraiment un côté
hyper binge-watchable, d'ailleurs je l'ai enchaînée, et surtout elle est construite avec des épisodes qui se terminent très souvent sur des cliffhangers où les personnages sont pas dans des situations de vie ou de mort, mais il y a un petit peu ce côté hyper dangereux, donc t'es vraiment attrapé pour regarder la suite. C'est hyper dynamique, c'est hyper pétillant, mais je trouve que ce qui fait surtout l'âme de la série, en fait, c'est ses personnages. C'est l'histoire de Kate qui est envoyée à Londres en tant qu'ambassadrice pour essayer d'apaiser la situation à la suite d'un attentat dont on ignore le responsable. Donc on va voir cette partie-là de Kate qui est au milieu du gouvernement, qui essaye de trouver qui est responsable et tout ce que ça coûte, ce que ça engendrerait de pointer des responsables, quels sont les enjeux, comment les relations internationales risquent d'évoluer, est-ce qu'il risque d'y avoir des retours et des problèmes et des situations délicates qui risqueraient de créer une guerre ou des conflits plus gros que ce qu'on essaye de contenir. Et à côté de ça, la deuxième intrigue, c'est qu'en fait, pourquoi Kate est envoyée là-bas? Parce qu'elle est pressentie pour remplacer la vice-présidente. Sauf que Kate, elle est pas du tout intéressée par ce genre de poste. Elle, c'est une femme de terrain, elle est hyper douée dans son travail, mais surtout elle est spécialiste de pays où il y a des conflits plus compliqués et ça l'enchante pas du tout d'aller à Londres pour faire des courbettes et pour gérer quelque chose qui l'intéresse pas plus que ça. Donc on a ces deux intrigues qui jouent ensemble, sachant que Kate n'est pas au courant qu'on la pressent pour être vice-présidente. Donc il y a tout un jeu de manipulation qui s'ancre vachement dans ce côté diplomatie où en fait il s'agit de, je sais pas si on peut dire manipuler, mais en tout cas d'arranger les choses, de dire les bons mots, de placer tel élément à tel endroit pour que telle info passe, pour que ça soit bien reçu par telle personne. Du coup, il y a vraiment tout un jeu hyper intéressant de calcul pour atteindre l'effet ou le but escompté, aussi bien du côté de la première intrigue que de la deuxième intrigue en fin de compte. Ce qui fait que la série marche de ouf pour moi, c'est que les personnages volent la série, c'est-à-dire que tous les personnages sont hyper attachants, les relations entre les personnages sont hyper dynamiques, il y a vraiment quelque chose où c'est très addictif, on a très envie de savoir ce qui va se passer, et en fin de compte, le jeu se joue vachement entre eux, aussi bien le couple principal qui est en instance de divorce plus ou moins, c'est une cata leur couple, mais ils fonctionnent trop bien ensemble, et en même temps, il y a un côté où ils se desservent énormément, et avec tous les personnages qui gravitent autour de cette relation et qui eux-mêmes ont d'autres relations les uns avec les autres et des enjeux complètement différents, ça marche trop bien. Ça fait qu'en fait, ça épaissit le mystère pour l'intrigue, ça épaissit les enjeux de l'intrigue de la vice-présidence, et ça nous attache et ça nous implique énormément dans les personnages. Du coup, je trouve que vraiment c'est le cocktail gagnant en fait, cette série. À aucun endroit il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je trouve que ces trois choses-là créent une dynamique qui fonctionne à chaque épisode. La saison 2 pour moi monte encore d'un cran. Je l'ai trouvé encore mieux que la saison 1. Le seul reproche, c'est qu'elle était trop courte. On aurait voulu qu'il y ait plus d'épisodes et on aurait voulu en savoir plus, mais on avance dans les trois intrigues justement et on arrive à quelque chose de explosif. Le personnage de la vice-présidente qui arrive dans la saison 2 est incroyable. Elle a un charisme, cette actrice, c'est ouf. Et je trouve que tout le monde se sert les uns les autres. Les acteurs sont incroyables, le casting est hyper charismatique. Même si vous n'êtes pas fan de séries politiques, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Ne vous arrêtez pas à la bande-annonce qui m'avait pas du tout fait envie personnellement, je trouve que ça donne pas le ton plus que ça, et ça rend vraiment pas justice à la série, alors que la série est hyper drôle, elle est hyper fun, et elle est hyper dramatique, il y a vraiment tous les genres qui se retrouvent un petit peu pour donner quelque chose de super jouissif en fin de compte. C'était vraiment bien. En 7ème position, on a Le Problème à 3 corps que j'ai vraiment adoré cette année. Je sais qu'elle a beaucoup divisé, mais elle m'a passionnée, je l'ai trouvée hyper intéressante. Elle m'a captivée du début jusqu'à la fin. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est qu'en fait, je n'ai regardé aucune bande-annonce, j'ai regardé aucun résumé, j'ai regardé aucune photo. Je savais rien du Problème à 3 corps parce que j'attendais sa sortie depuis un moment et que je savais que j'allais regarder. Du coup, dans ce genre de cas, en général, je préfère ne rien voir, ne rien savoir et pouvoir commencer à regarder avec un esprit pas du tout biaisé par rapport à ce qu'on peut attendre de la série. Et je pense que ça a vachement joué dans le fait que tout était une découverte de ouf pour moi parce que je savais pas du tout sur quoi on allait aller et sur quoi le mystère allait déboucher. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi à comment vous raconter cette histoire parce que je pense que c'est trop cool d'en savoir le moins possible. Donc voilà.
Ça nous raconte l'histoire d'un groupe d'amis de scientifiques hyper pointus qui se retrouvent embrigadés dans des histoires un peu étranges après qu'ils aient retrouvé l'une de leurs amies morte. Et on essaye de savoir ce qui s'est passé et il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont bizarres, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, il y a quelque chose de très mystérieux derrière tout ça. Et ce qui amène aussi à un jeu vidéo qui arrive dans la vie de certains de ces scientifiques hyper pointus qui se mettent à jouer à ce jeu vidéo là. Voilà, je vais pas en dire plus. Je trouve que le problème à trois corps était très addictif et que le mystère permettait d'aborder des thèmes qui étaient vachement passionnants. Je trouve qu'il y a vraiment une critique hyper intéressante de l'humanité, tout le rapport à la technologie, le rapport à la science, le rapport à la divinité, au divin, tout ce qui est aliénation par les idées, aliénation par la poursuite de quelque chose de plus grand. Il y a aussi tout un discours et une observation par rapport à la capacité malheureuse de l'humanité à s'autodétruire constamment. Et je trouve qu'en fait, ça amène plein de sujets hyper passionnants avec quelque chose de super mystérieux et super captivant. C'est de la science-fiction, donc ça ouvre des questionnements assez larges sur d'autres sujets desquels je ne peux pas vous parler. J'ai bien aimé le groupe d'amis qu'on suit, je les ai trouvés très attachants, j'ai bien aimé que, en dépit de tout le côté plus dramatique et plus grave et plus sérieux de l'intrigue, en fait on retrouve en fin de compte ce petit groupe d'amis et leurs histoires entre eux, leur passé, leurs envies, leurs perspectives de vie, leurs rêves. J'ai trouvé qu'ils étaient attachants et que leur groupe marchait bien. Il y a des épisodes qui sont hyper marquants et globalement juste tout le propos et les pistes qu'on nous propose d'explorer sont hyper passionnante. Le gros problème de cette série pour moi, c'est des défauts d'écriture qui manquent de crédibilité, surtout sur la fin. Il y a quelques grossièretés d'écriture aussi au cours de la saison, mais je trouve qu'elles sont pas dramatiques. Je trouve que c'est surtout la fin de saison pour moi qui est un peu rushée, mais si on passe au-dessus de ça, le reste est très qualitatif. Si vous êtes à la recherche d'une série SF avec un mystère où on a envie de savoir la suite et avec des enjeux très hauts, c'est la série qu'il vous faut, c'était vraiment très très bien, j'ai adoré le problème à trois corps et j'ai hâte de voir la suite. On part du côté des séries coréennes avec The H Show. Ça nous raconte l'histoire de 8 inconnus qui se retrouvent à jouer à un jeu filmé dans lequel ils sont enfermés, où chaque minute de temps c'est de l'argent de gagner. Il y a très peu de règles, ils ont rien à faire de particulier, ils sont juste là, ils ont chacun un étage et ils gagnent petit à petit des sous en fonction du temps qui passe. Ceux qui commencent en étant quelque chose de très simple et de facile se retrouvent très vite changés quand ils se rendent compte que chaque étage n'a pas les mêmes privilèges, parce que plus on monte dans les étages, plus on gagne d'argent par minute passée, ce qui crée déjà de base une inégalité entre les joueurs. Pour autant, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Et surtout, au départ, l'enjeu c'est de trouver ce qui fait qu'ils peuvent rester plus longtemps. Amateurs de Squid Game, je pense que ça va vous plaire. Je trouve que évidemment il y a beaucoup de ressemblances, même si on n'aborde pas les mêmes choses. Et je trouve que The H Show a quelque chose de vachement plus intéressant dans ce côté très expérience sociale. Personne va mourir comme dans Squid Game. Il y a juste ces différences sociales de base qu'ils ont en arrivant. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'ils vont décider de faire de tout ça. Ça amène des sujets super pertinents sur la construction d'une société hiérarchisée, les inégalités qui se créent, pourquoi elles se créent, comment un système oppressif se met en place. Tout le long de la série, j'avais l'impression de regarder une vraie expérience et il fallait que je me rappelle que c'était une série, mais je trouve qu'elle a un côté hyper réaliste ou du moins très crédible sur ce qui pourrait se passer. Le traitement des personnages est super intéressant parce qu'on les découvre petit à petit à chaque épisode. Il y a 8 épisodes et il y a 8 personnages. On comprend leur background, on comprend qui ils sont, les motivations qu'ils ont de rester et pourquoi ils sont là. Et c'est aussi intéressant parce qu'en fait ils décident au départ de tous garder leur anonymat et ils s'appellent chacun par leur numéro d'étage, donc on a premier étage, deuxième étage, ainsi de suite. Du coup ils ont vraiment un côté où ils se connaissent pas du tout et où ils se rencontrent en tant que joueurs et où ils ont tous une position et une personnalité qui se crée par rapport au niveau de l'étage qu'ils ont.
c'est super intéressant. J'ai adoré The Age Show, j'en ai parlé pendant des semaines après parce que je trouve qu'elle fait vraiment réfléchir sur plein de choses. Elle est pas parfaite, je trouve qu'elle a une deuxième partie de saison où le propos se perd un peu et il y a des choses qui s'égarent et je trouve que ça manque un peu de pertinence à la fin. Pour autant, la majeure partie de la série apporte des réflexions et des propos qui font s'interroger. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a évidemment une réflexion par rapport au fait de regarder sur ce que c'est le spectacle. Ça amène à la question de qui du participant ou qui de l'audience est responsable pour le spectacle qu'on est en train de regarder. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte que c'est vraiment un serpent qui se mord la queue, surtout dans la manière dont le jeu auquel il joue est construit. J'ai adoré The Age Show, c'était largement une des meilleures séries qu'il y a eu cette année. Regardez, c'est hyper intéressant. On enchaîne avec Pachinko saison 2 qui est une série américano-coréenne sur Apple TV. Si vous avez raté la saison 1, foncez parce que on parle pas assez de cette série et pourtant c'est un carton, les critiques sont unanimes. Ça nous raconte une histoire d'une famille sur 4 générations. Mais le personnage principal c'est Sunja qui naît au début des années 1900 en Corée et qui grandit pendant l'occupation japonaise et au travers des événements qui lui arrivent se retrouve à immigrer au Japon. Cette série est particulière parce qu'elle est montée de manière non chronologique, c'est-à-dire qu'on passe d'une période à une autre, on commence avec sa mère et comment elle a eu Sunja et on alterne avec la vie de Sunja en grandissant mais aussi elle plus tard quand elle a ses enfants, mais on voit aussi la vie de ses enfants quand ils sont adultes, on voit aussi la vie de son petit-fils et tout ça en fait est monté alternativement, donc on passe vraiment d'une histoire à l'autre, on se retrouve dans les années 80, après on se retrouve dans les années 40 et ça fait vraiment la particularité de l'histoire. Il y a une force qui se dégage de tous les événements de la vie de cette femme et du coup de sa famille. C'est tellement beau, il y a tellement de scènes qui m'ont marqué. La cinématographie de Pachinko est incroyable. J'ai rarement vu ça dans les séries, je trouve que c'est d'une beauté folle. Les personnages, les acteurs, il n'y a rien à dire, tout est nickel. La saison 2, je l'ai trouvée un peu en dessous de la saison 1 parce que j'ai trouvé qu'on avait un peu moins de fil conducteur par rapport à la saison 1, qui fait qu'il y a une partie de la saison où je me suis demandé où est-ce qu'on allait. Pour autant, je trouve qu'en fait c'est pas une série à intrigue particulièrement parce que on la suit pas pour savoir ce qui va se passer, on la suit juste pour voir ce qui se passe. La différence est assez subtile, mais pour moi, il n'y a pas quelque chose où on a besoin de savoir ce qui s'est passé ensuite, mais plutôt, on a envie de savoir comment elle s'en sort, comment les événements l'amènent là où on sait qu'elle va arriver, parce qu'on l'a déjà vu monter avant. Pour autant, cette saison 2 reste tout aussi puissante, elle reste tout aussi belle. J'ai des scènes qui m'ont fracassé. Le générique où ils ont changé la musique me faisait pleurer à chaque fois qu'il passait. Et ouais, c'est beau, Pachinko, c'est très beau. Je trouve que ce qui lui correspond bien, c'est vraiment de dire que c'est une belle série, comme on dirait d'un film que c'est un beau film. Il y a vraiment une puissance qui se dégage de cette histoire, il y a une force de ce personnage principal qui vraiment est hyper inspirant parce qu'il lui arrive des choses horribles et elle a une force de résilience qui est tellement poignante. Vraiment, je trouve que Pachinko, c'est d'une beauté incroyable, il faut la regarder, ne passez pas à côté, voilà. En numéro 5, Little Bird, qui est une série qui a été diffusée sur Arte TV, série canadienne qui nous parle de la rafle des enfants autochtones par les Canadiens dans les années 60. On nous raconte l'histoire de Esther ou Beijing qui a été enlevée du coup quand elle était petite. Elle et ses frères et sœurs se sont fait retirer de force à leur famille pour être ensuite séparés et envoyés à l'adoption un peu partout dans le Canada et aux États-Unis. Et ensuite du coup à la fois l'histoire de quand c'est arrivé, quand ils étaient petits, l'histoire de la mère qui les recherche et aussi de ce qui s'est passé dans le système d'adoption. Et en même temps on suit Beijing qui, entre la vingtaine et la trentaine, il me semble, elle va se marier et en fait, elle se rend compte qu'elle sait rien de ses origines et elle commence à se poser des questions et elle retourne un petit peu sur ses traces pour retrouver l'histoire, retrouver ce qui s'est passé parce qu'elle a très peu de souvenirs. C'est une histoire absolument bouleversante qui, je pense,
est très importante à voir. La série est faite avec brio, une mise en scène et une direction tout en simplicité, avec des scènes brutales de réalité. C'est pas toujours facile à regarder parce que vraiment c'est déchirant. Ça rend assez fou en fait de se rendre compte des atrocités qui peuvent être commises. Et je trouve que c'est amené de manière très juste parce qu'on suit du coup Beiji qui elle vient d'une famille aimante qui était aisée, donc elle a eu une vie plutôt bonne et elle se remet à chercher ses frères et sœurs qui ont pas du tout eu la même expérience qu'elle. Donc on observe petit à petit ses découvertes et aussi ses désillusions par rapport à elle-même, par rapport à sa personnalité, sa rencontre de sa culture d'origine, les retrouvailles de sa famille, la difficulté qu'ils ont de reconnecter et aussi en fait tout ce traumatisme violent qui est à la base de ce qui les a construits et qui a détruit toute leur famille et qui les amène aujourd'hui aux personnes qui sont. Et c'est très dur, mais c'est fait avec tellement de simplicité que vraiment il y a une brutalité dans la manière de recevoir en fait chacun des épisodes. J'ai dû pleurer à chacun des épisodes tellement c'est dur, tellement c'est bouleversant et tellement c'est rageant. Je la conseille vivement. Et quand je parle de la simplicité de la mise en scène, je veux parler du fait que on n'a pas habillé ce qui s'est passé, on n'a pas rajouté des choses, on n'a pas pris un point de vue particulier. Je trouve qu'il y a quelque chose de très sobre justement pour avoir le plus de neutralité possible par rapport à ces événements-là. Et c'est ce qui fait la force justement de cette série. Pareil, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir choisi le personnage de Beijing comme personnage principal plutôt qu'un des frères et sœurs qui a eu une vie beaucoup plus dure, parce que justement cette descente dans la désillusion accompagne celle du spectateur qui apprend en même temps qu'elle en fait les atrocités qui se sont passées. Je pense que c'est une série nécessaire, je pense qu'il faut la voir. Je crois qu'elle est pas très longue, je crois qu'il y a que 6 épisodes. Je conseille grandement Little Bird, qui est une claque et qui est bouleversante. En numéro 4, on change de registre avec la série Fallout, qui était un banger. J'ai rarement rien à redire sur une série, et je trouve que cette série a cette étiquette de la perfection. Je trouve vraiment tout est impeccable. Il n'y a pas de choses qui ont péché. La cinématographie est folle, on retrouve carrément la patte de Jonathan Nolan et Lisa Joy, à qui on doit notamment Westworld. Je trouve qu'on a vraiment ce côté Westworld dans cette mise en scène. On a une série dans un contexte assez dramatique qui joue sur de l'humour noir tout le long, et je trouve que c'est typiquement le genre de truc qui peut être hyper casse-gueule parce que l'humour peut passer totalement à côté et taper au mauvais endroit, et du coup ça peut créer quelque chose de complètement dissonant ou qui ne fonctionne tout simplement pas. Et pour le coup, je trouve que tout marche en fait dans cette série. C'est hyper addictif. Je crois que j'ai dit ça de chacune des séries desquelles je viens de parler. On nous raconte l'histoire de Lucie qui vit dans un abri 200 ans, je crois, après une attaque nucléaire. Et donc, l'humanité s'est réfugiée dans des abris. C'est le petit monde parfait où tout se passe bien, tout est joli, tout est cool et tout. Et elle se retrouve forcée de sortir de cet abri et elle découvre le monde post-apocalyptique qui reste et l'humanité qui subsiste à la surface. Fallout, c'est vraiment le ton parfait de ce côté très fun sur des trucs très graves, avec des idées hyper farfelues, des personnages qui marchent trop bien. Le casting marche à 200% et la Purnell est exceptionnelle dans ce rôle, ça lui va trop bien. J'avais jamais joué aux jeux vidéo, je ne savais même pas de quoi il parlait, donc j'ai vraiment découvert tout l'univers avec la série et je trouve que tout fonctionne. Du début jusqu'à la fin, on passe un trop bon moment. C'est trash sur des côtés hyper drôles et ça fonctionne tellement bien, genre vraiment la mise en scène est insane, le lore est hyper riche, ce qui fait qu'on a trop envie d'en apprendre plus, et c'est pour ça que la saison 2 je l'attends de ouf parce que j'ai trop hâte qu'on découvre plus de choses sur certaines choses qu'on a effleurées ou qu'on a entrevues. Voilà, c'était trop bien. Si vous êtes passé à côté, foncez, ça se rattrape rapidement et c'est parfait. Et avant de passer au top 3, j'aimerais vous parler de la série qui a marqué mon année. Elle n'est pas de 2024, sinon elle serait largement dans ce top. C'est pour ça qu'elle y est un petit peu. C'est une série de 2020
et la saison 2 de 2022. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette série pendant tant d'années. Clairement, c'est une erreur de ma part, mais une joyeuse erreur parce que de l'avoir vu cette année, c'était bonbon vu l'année qu'on s'est tapé en série. Il s'agit de Alice in Borderland. J'arrive après la bataille, mais mon Dieu que je suis contente d'avoir vu finalement cette série. J'ai accroché à tous les aspects de cette série. Elle est pas parfaite, elle a ses défauts, elle fait pas partie des meilleures séries qui existent au monde, loin de là, mais pour moi, elle est une des meilleures séries de divertissement que j'ai vues. Je la trouve oufissime, elle est hyper addictive. J'ai dû la voir 3 ou 4 fois cette année, j'arrive pas à m'en passer, vraiment, j'adore cette série, je la trouve trop bien. Ok, je vais trop galérer à vous la raconter. On suit l'histoire de Alice, un mec qui passe sa vie à jouer aux jeux vidéo. Il retrouve ses 2 meilleurs potes et en faisant les cons, il se retrouve poursuivi par les flics. Ils vont se planquer dans la gare de Shibuya et quand ils ressortent, ils se rendent compte que tout le monde a disparu. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseau et il n'y a rien pour donner une explication à ce qui se passe. Sauf que ça s'arrête pas là. Pour rester dans ce mystérieux Tokyo, ils se retrouvent à devoir jouer à des jeux mortels qui, s'ils arrivent à les compléter, ils récupèrent des visas qui leur permettent de rester quelques jours de plus et ainsi de suite en continuant à jouer à des jeux. J'ai trouvé que les jeux étaient hyper intéressants, ils étaient hyper brutaux. J'ai trouvé que le mystère était hyper accrocheur. Il y a tellement de suspense à chacun des jeux, à chacun des bouts d'indices qu'on récupère et qu'on a envie de savoir, l'espèce de puzzle qu'on essaye de remettre en place pour trouver si, déjà, est-ce qu'ils vont réussir à retourner dans leur monde d'avant? Déjà, est-ce qu'ils peuvent réussir à retourner dans le monde d'avant? Et qu'est-il advenu de ce monde-là? Alice in Borderland interroge sur le prix de la vie, jusqu'à où est-ce qu'on est prêt à aller pour sauver notre peau, mais surtout, quelle valeur on accorde à la vie qu'on a et à la vie qu'on veut récupérer. Il y a un petit côté voyage initiatique sur cette quête de quelle est la valeur que tu accordes à ta vie. J'aime beaucoup les parallèles à Alice au Pays des Merveilles, qui sont très chouettes à revoir dans les personnages qui incarnent différents personnages de Alice au Pays des Merveilles. Les personnages, je les ai vraiment adorés. Ils ont un côté cliché parce que Alice in Borderland est tiré d'un manga de base, donc il y a un peu ce côté stéréotypé qui fait personnage de manga sans que ce soit trop violent et sans que ça empêche de s'y accrocher parce que je trouve que même s'ils ont un côté stéréotypé, je trouve qu'ils sont tous trop chouettes. J'ai adoré découvrir leur background. Je les trouve tous hyper charismatiques et hyper attachants en fin de compte. La musique, vraiment, elle te met une sensation de malaise quand il y a les jeux qui arrivent et tout et ça te fout dans le stress de ouf. Pareil, la musique quand c'est des moments hyper émotionnels, ça te fout la chiale, ça te fait passer par toutes les émotions. Et il y a vraiment ce sentiment de survie hardcore. Et je trouve que, vu qu'ils sont là, pas par choix, qu'ils savent pas pourquoi ils sont là, et qu'en fait c'est des gens random qui se retrouvent dans un endroit où ils ont rien demandé, bah t'es encore plus accroché à leur histoire. Pareil, j'ai trouvé que le personnage principal, Alice, est hyper attachant, alors qu'il a beaucoup de traits qui auraient pu le faire basculer dans le cliché du héros banal, ordinaire, qui devient soit ennuyant, soit trop plein de bonne morale, et du coup qui, je trouve, perd en pertinence et surtout en intérêt. Je trouve que c'est pas le cas. En fait, Alice et Usagi, donc le duo de personnages qui se forment, marche vraiment bien. Je trouve que les deux se nourrissent de ouf. Et en fait, ils ont vraiment une évolution l'un par rapport à l'autre, parce que les épreuves qu'ils traversent ensemble et les questionnements et les réflexions qui finissent par se faire les nourrissent l'un l'autre et leur permettent d'évoluer en fait individuellement. J'ai trouvé qu'ils fonctionnaient trop bien ce duo, alors qu'ils ont un côté pas du tout charismatique, je trouve, les deux, et en fait ils sont tellement attachants que ça fonctionne de ouf. Évidemment, mon personnage coup de cœur, c'était Chishiya, que j'ai trouvé incroyable. J'ai adoré ce personnage. Et j'ai trouvé que son arc représentait vachement le propos de la série. La fin, je l'ai trouvé incroyable. Je suis très dubitative par rapport à cette saison 3 qui va arriver, alors que la saison 2 conclut le manga. Mais voilà, on verra bien ce que donne cette saison 3. Si vous avez aimé Squid Game, parce qu'on la compare beaucoup à Squid Game, parce qu'ils ont un concept assez similaire, même si le propos est pas du tout le même, et qu'au final, les histoires ont vraiment rien à voir. Si vous aimez les survival, si vous avez envie d'un truc un peu mystérieux, en fait, si vous avez juste envie d'un truc hyper divertissant, Alice in Borderland est une série de divertissement excellente. Je ne peux que recommander Alice in Borderland, qui est ma série de cœur de cette année. Je l'ai vraiment adorée.
Et on passe au numéro 3, Mon petit renne, qui a été une claque pour, je pense, beaucoup d'entre nous cette année. Elle a explosé et pas pour rien. Cette série raconte l'histoire de Donnie, un barman qui essaye de devenir humoriste, mais qui pour l'instant est plutôt un humoriste un peu raté, qui voit rentrer dans sa vie Martha un soir dans son bar, avec qui il crée une connexion qui va vite se transformer en une relation hyper hardcore de harcèlement. Cette série est brutale de réalisme, elle est vraiment très dure à regarder sur certains épisodes, mais qu'est-ce qu'elle est bien réalisée. On suit le personnage de son point de vue, puisque c'est lui qui nous raconte l'histoire. Il nous parle du coup de tout son état émotionnel, tout son chemin de pensée, à chacun des moments qui lui arrivent, dans tous les événements dans lesquels il se retrouve, et par rapport à tous les choix qu'il se met à faire. Cette histoire est hyper bien mise en scène, à la fois parce que la réalisation est incroyable, mais aussi parce qu'en fait le propos est super important et super juste. Je trouve que Mon petit renne nous met en relief à quel point la société est pas du tout équipée pour traiter les traumatismes, à la fois au niveau aide psychologique qu'au niveau judiciaire ou même policier. Et en fait, ça fait que les traumas déjà présents vont prendre plus d'ampleur, vont créer plus de traumatisme, aussi bien pour la personne que pour les personnes autour d'elle, parce que chaque chose va avoir des répercussions hyper négatives. Et je trouve que Mon petit renne parle de ça avec tellement de justesse, ça tape au bon endroit et c'est dur à voir et c'est pas pour rien. Mon petit renne tape juste aussi parce que déjà c'est réaliste, parce que c'est une histoire vraie, ça permet vraiment de comprendre les mécanismes qui se mettent en place à l'intérieur de la personne qui a subi des traumas et pourquoi elle se retrouve dans les situations dans lesquelles elle se retrouve après coup, parce que c'est vraiment un cercle vicieux en fin de compte. Je trouve que c'est une série qui met vraiment, comme je le disais, en relief le fait qu'il y a quelque chose qui doit changer en fait dans la société. Il doit y avoir des aides mises en place plus facilement, il doit y avoir aussi une façon de penser qui doit changer pour que la culpabilité soit pas sur la mauvaise personne et qu'en fait demander de l'aide devienne quelque chose de normal et devienne quelque chose de très accessible. Et je trouve que pour moi ça nous montre à quel point la société n'est pas du tout préparée à ce niveau-là et est très en retard. Autant pour le personnage de Donnie que pour le personnage de Martha, qui tous les deux ont des situations très différentes au point de vue de l'état mental, mais qui sont tous les deux dans une situation de détresse en fait et qui ont tous les deux besoin d'aide. Mon petit renne, c'est hyper brutal, mais c'est hyper nécessaire, c'est tellement bien réalisé en plus, c'est extrêmement bien joué, les acteurs sont incroyables. Si vous avez raté Mon petit renne, foncez. Ok, j'ai eu beaucoup de mal pour départager la 2 et la 1, et ça a été un peu le combat de cette fin d'année, qui, ma foi, était fort intéressant, parce que les deux sont incroyables, mais dans des genres totalement différents, et voilà le résultat. Numéro 2, Arcane saison 2, qui était incroyable. Je ne sais pas à qui dire de regarder Arcane parce que tout le monde a vu Arcane, ou tout le monde devrait avoir vu Arcane. Dans tous les cas, je trouve que cette saison 2, malgré les défauts qu'elle a, parce que clairement, elle n'est pas aussi parfaite que la saison 1, mais je trouve que le gros souci de cette saison, c'est qu'il a manqué des épisodes. Je pense qu'un acte en plus aurait pas été de trop. En effet, je trouve que le rythme va très vite, que cette saison est très dense, qu'il y a beaucoup d'intrigues. Pour autant, je trouve qu'en fin de compte, le développement des personnages fait hyper sens et tout fonctionne. Pour moi, les personnages arrivent là où ils devaient arriver. Les relations entre les personnages arrivent là où elles devaient arriver. Il y a quelques couacs, je pense qu'il y a un ou deux trucs qu'on peut redire, mais c'est hyper cohérent, c'est hyper consistant. On arrive à un propos final qui marche de ouf. Il y a des scènes qui tabasse. Vraiment, Arcane, c'est très difficile de lui en vouloir pour les erreurs qu'ils ont fait, parce que pour moi, dans tous les cas, ça reste exceptionnel. J'ai adoré regarder la saison. Je pense que je pourrais la re-regarder encore une dizaine de fois au moins et ne pas m'en lasser. Le personnage de Jinx m'a bouleversée. Je pense que j'ai pleuré à chacune de ces scènes. Ça m'a fait beaucoup trop d'émotions, alors que j'étais pas particulièrement attachée à son personnage dans la saison 1. Là, je trouve que elle vole le show, enfin, c'est elle qui crève l'écran. Son évolution fait hyper sens. J'arrête pas de me remater toutes ces scènes, je les trouve incroyables. La musique, bon, est-ce qu'il y a besoin de préciser que c'était masterclass et que tout tape juste et tout est trop bien? Évidemment, on retient l'épisode 7 qui était incroyable. Et cet épisode 7 marche trop bien parce que justement, je trouve que c'est
l'épisode qui nous rappelle le plus la saison 1, avec ce côté un peu plus lent, où on prend un peu plus notre temps pour que les choses se mettent en place, avec des scènes de respiration, qui fait que, il marche trop bien cet épisode, et c'est pas pour rien que je pense que c'est l'épisode préféré d'énormément de gens. C'était une claque, Arcane, c'était tellement bien, et ça va tellement nous manquer, je trouve que c'est trop triste de se dire que c'est déjà la fin. Après, le bon côté, c'est que, on peut pas déraper une fois qu'on termine quelque chose, donc c'est pas plus mal. J'ai adoré. Je pense que s'il y avait pas eu ce petit problème de densité et de rushage, elle aurait largement pu être numéro 1, mais bon, mon 2 et mon 1 sont très proches. Voilà. Arcane, j'ai pas besoin de vous la vendre. Regardez-la, si vous l'avez ratée, ne la ratez plus. Qu'attendez-vous ? Et le numéro 1 pour la 2e année consécutive, c'est Silo, saison 2. Mon Dieu, ce que c'était bien. J'ai été tellement en admiration devant chaque épisode de cette saison sur à quel point ils sont capables de gérer un rythme de narration hyper lent, mais masterisé à la perfection, qui fait que tout marche trop bien dans une situation où n'importe quelle autre série qui aurait changé un tout petit peu des choses sur le rythme, qui aurait changé un tout petit peu des choses sur le déroulement ou développement de l'histoire, aurait fait se casser tout l'édifice. Et là, tout marche à chaque instant, du début jusqu'à la fin. La première scène de cette saison 2, j'étais la bouche ouverte, au bout de ma chaise, être en mode mon Dieu, que va-t-il se passer ? Et j'étais comme ça pendant tous les épisodes, ça ne m'est jamais arrivé. Je trouve que c'est exceptionnel. Cette saison 2 est vraiment dans la lignée de la 1, on en apprend plus, le mystère s'épaissit, on a plus de questions, on a plus de réponses. Toutes les réponses qu'on a, t'as l'impression que tu trouves un trésor. Et ça fait que tout est exceptionnel. Si vous n'avez pas vu la saison 1, n'écoutez pas, je vais spoiler la saison 2. Donc, passez votre chemin, je vous laisse un peu de temps. La saison 2, on suit 2 intrigues, donc le soulèvement du silo et l'intrigue de Juliette de son côté. Je trouve que l'intrigue de Juliette était extrêmement dure à adapter parce que vraiment, en fin de compte, il se passe vraiment pas grand chose quand on met tout bout à bout. Mais pour autant, à chaque fois qu'on la retrouvait et chaque scène qu'on avait avec elle, j'étais en mode putain, mais c'est incroyable. Alors qu'il nous donne rien, il y a vraiment pas grand chose. Et je trouve que c'est ouf de réussir à faire ça. Et ça prouve à quel point la mise en scène, la direction et la narration fonctionnent trop bien. C'est incroyable. Du côté de la rébellion, ça fait hyper sens. Je trouve ça trop cool que ça commence sur les chapeaux de roue, où on se dit putain, dans un épisode c'est terminé, le silo va être détruit par la rébellion. Et en fait, non, ça prend vraiment tout le temps de se faire, et je trouve ça hyper passionnant de voir se créer la rébellion, comment elle se crée. En plus, on a des deux côtés, on a du côté des mécanos et du côté de Bernard, qui les deux sont adversaires et essayent chacun d'atteindre leurs objectifs, donc eux qui veulent avoir les réponses, Bernard qui veut absolument pas les donner, qui ne nous les donne pas à nous non plus, mais qui nous donne des petits trucs petit à petit. Et je trouve aussi que les enjeux sont tellement plus forts dans cette saison, parce qu'on sait que le monde extérieur est toxique. Et en fait, je trouve que ça prend tellement d'ampleur quand on se rend compte que ce qu'a lancé Juliette, en fait, ça va causer la fin de son silo, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était prouver qu'on leur mentait et c'était trouver la vérité. Et en fin de compte, cette histoire de vérité, elle mène à des trucs tellement graves, mais en même temps, on comprend pourquoi Bernard fait tout ce qu'il fait, parce qu'il sait que c'est toxique pour de vrai. Donc en fait, il est pas en train de nous garder enfermés, et c'est une vérité, on peut pas sortir. Et du coup, on se retrouve à être un peu du côté de Bernard, dans le sens où on est là, il faut les empêcher de sortir, parce que sinon tout le monde va mourir. Et c'est trop bien fait, je trouve ça ouf qu'ils arrivent à nous faire basculer et être de leur côté. Et en fait, on est du côté d'un peu tout le monde, parce que on veut que la rébellion n'atteigne pas la sortie du silo, et en même temps, on veut que la rébellion réussissent à obtenir les réponses dont ils ont droit, et de l'autre côté, on veut que Juliette réussisse à retourner dans son silo pour pouvoir les avertir et leur dire que c'est la merde et qu'il faut pas sortir. Donc bref, trop bien cette saison. Toutes les intrigues étaient hyper prenantes. Il y en a pas une seule pour laquelle on s'intéresse pas. Pareil, je trouve que la construction des personnages, les personnages secondaires qui deviennent de plus en plus personnages principaux, je pense à la juge Meadows que on aime trop voir dans cette saison, à Lucas Cal qui revient sur le devant de la scène, à Solo, à Walker. Tous les personnages vraiment ont une place hyper importante pour les déroulements de chaque intrigue, et je trouve ça fou. Cette capacité à nous abreuver de petits indices et de petites choses et de petites réponses qui nous donnent assez de satisfaction pour que le tout soit génial. Silo, c'était incroyable. Vraiment, du début jusqu'à la fin, j'ai trop adoré cette saison. Si vous n'avez pas vu Silo, n'attendez pas. Regardez Silo. C'est incroyable. Vraiment, du début jusqu'à la fin.
Voilà pour la fin de ce top. C'était ma foi une année forte en émotions, qui a beaucoup remonté cette fin d'année. Avec beaucoup de bonnes séries, je suis très contente. On attend pour 2025 aussi pas mal de bangers, avec notamment la saison finale de The Handmaid's Tale qu'on attend depuis très longtemps. On a la saison 3 d'Alice in Borderland, on a la saison 2 de The Last of Us, on a Severance saison 2 qui a déjà commencé à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et on a une ribambelle de nouvelles séries qui vont arriver. Je suis trop contente pour cette année, ça va être la folie et j'espère cette année être beaucoup plus présente et pouvoir vous faire des reviews petit à petit au fil de l'année, en espérant que ce soit pas la catastrophe que ça a été l'année dernière, mais j'ai bon espoir. Je ne vais pas faire ma 3e vidéo dont je vous avais parlé à la fin de mon top animé, je vais pas y arriver cette année, mais je vous retrouve très bientôt pour des reviews et puis peut-être des vidéos analyses, qui sait. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.